Nous allons au nom de nos médias, notamment Club Plus, qui est une émission suivie à Kinshasa, Ben Magazine, qui est aussi une publication, et bien entendu mon confrère Thierry Kalumba, qui est dans Africa Vision. On va essayer un peu de voir avec vous quels sont les points qu'on peut évoquer, surtout en ce qui concerne votre visite ici en France, en Europe. Pourquoi est-ce que vous êtes en Europe, clairement? Merci, je suis en Europe, c'est ma quatrième visite à l'étranger. Je privilégie beaucoup l'intérieur d'abord. C'est pour faire le suivi et l'évaluation d'un contrat sur lequel les chefs d'État avaient beaucoup insisté dans le sens de renforcer les capacités d'intervention en matière routière et qui ont permis disons, à pouvoir acquérir des matériels de génie civil d'environ 120 millions de dollars américains pour lesquels les fournisseurs se trouvent en grande partie ici en Europe. Et donc, c'est dans cet esprit que je suis venu voir les fournisseurs qui sont en Belgique, qui sont en Hollande, Hitachi notamment. Et bien sûr, cette évaluation se fera par d'autres personnes pour ce qui est des fournisseurs qui sont en Chine. Et donc, c'était dans cet esprit que je suis venu ici. Est-ce que vous avez un bilan, pas de mi-parcours, mais quand même un bilan que vous pouvez dresser pour ce qui a été fait dans le cadre de 5 chantiers et surtout sur le volet qui concerne les infrastructures, notamment routières, qui sont un des grands pans quand même de ce programme lancé par le chef de l'État, Joseph Kabila? Merci, vous l'avez bien dit, les infrastructures physiques sont un des secteurs qui sont les plus porteurs de développement et sur lesquels le chef d'État a insisté à travers les 5 chantiers de la République. Je dois dire que le pays souffre d'un déficit en infrastructure et le travail qui consistait à pouvoir permettre à ce qu'on améliore l'état de ces infrastructures, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, est un travail de titan. Pour ce qui est des infrastructures routières, sur un réseau d'environ 58 000 km de routes d'intérêt général, 16 000 km de routes ont été ciblées comme ultra prioritaires. Et sur les 16 000 km, je dois vous confirmer ici que sur les 5 ans qu'on va bientôt terminer, 6 000 km ont été réhabilités et réouvertes, dont 1 500 km de routes asphaltées. Je rappelle qu'à l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, il n'y avait que 3 000 km de routes asphaltées, 2 000 km de routes asphaltées, pardon, et 800 km ont été faites de 1960 à 1997, soit une moyenne environ de 22 km de routes asphaltées par an. Et depuis 2006, il y a 300 km de routes qui ont été non seulement réhabilitées en termes d'asphaltage, mais modernisées, élargies en vue de répondre aux besoins du trafic. Et donc le bilan en termes d'infrastructures routières est suffisamment éloquent. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire par rapport aux déficits et par rapport aux ressources qui doivent être mobilisées en termes d'hommes, en termes des moyens financiers. Et cela, c'est sur la bonne voie. Et je voudrais aussi enchaîner qu'il y a une infrastructure importante qui a été faite à Kinshasa, c'est l'hôpital du Cinquantenaire, qui est un hôpital moderne, qui va permettre l'accès aux soins de qualité à toutes les couches de la population. Et cela dans le cadre social. Et je peux sincèrement me féliciter de ces bilans tout en cherchant à faire mieux et au-delà comme l'on dit. Oui, Excellence, malgré les réalisations, en parcourant toujours le programme que vous avez, notamment la documentation que nous avons reçue, la RDC est toujours classée dernier en Afrique avec 2% seulement, d'ailleurs moins de 2% seulement de routes asphaltées. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, il est vrai que la RDC aujourd'hui est parmi les pays dont les infrastructures physiques sont les plus déficientes. Ce n'est pas seulement les routes, aussi bien dans le secteur énergétique, de l'eau potable, d'assainissement et
les télécommunications, la télévision, nous avons des chiffres assez criants. Mais je l'ai dit, depuis l'indépendance, le pays n'a connu qu'une dégradation. Mais je dois cependant relever que s'il y a eu une croissance économique très aléatoire et souvent aussi caractérisée par des périodes de décroissance, mais depuis 2001, nous avons connu une croissance stable qui se situe autour de 5,5% et qui est en train d'impliquer aussi effectivement le développement des capacités productives qui sont, à mon sens, les soutiens requis pour améliorer sensiblement les infrastructures de base. Et dans ce sens, je dois dire que nous avons maintenant un programme qui nous permettrait de pouvoir passer à 5% du réseau des routes asphaltées en 15 ans. Soyons réalistes, on dit en 15 ans parce qu'il faut mobiliser un budget d'environ 6 milliards de dollars en termes d'investissement. Et 6 milliards de dollars américains dans un pays qui a connu un ralentissement d'activité, qui a connu des périodes de croissance aléatoires et des décroissances caractérisées par, disons, des guerres, des conflits et une démocratie mal négociée, pour ne pas parler de l'indépendance elle-même mal négociée. Nous devons considérer que les défis sont énormes et il faut du temps. Il faut donner le temps au temps. Il faut mobiliser les énergies. Il faut développer les concepts de projets intégrateurs pour pouvoir arriver à relever ces défis. Mais c'est possible et nous sommes convaincus qu'avec l'impulsion donnée par le chef d'État, nous allons y arriver. Oui, Excellence, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du développement de la situation routière sans évoquer la question de l'électricité? D'ailleurs, tout de suite, là, on vient d'apprendre que la SNEL vient de connaître au moins un remaniement. Vous, en tant que ministre de la tutelle, quelles sont vos impressions? Je dois plutôt dire que la route soutient beaucoup le secteur énergétique. Et j'ai vu, il y a quelque temps, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a à peu près 7 mois, des transformateurs d'une certaine capacité qui avaient été achetés en Europe, qui pesaient 120 tonnes et qui ne savaient pas passer des Matadi à Kinshasa parce que les infrastructures d'accès, notamment le pont sur la rivière Mpozo, ne permettaient pas le passage des transformateurs. Et nous avons reconstruit ce pont qui est maintenant un pont moderne, qui a une capacité de 120 tonnes. Eh bien, ces transformateurs ont pu traverser et ont pu améliorer la situation de desserte à Kinshasa. Et la SNEL, qui est notre société d'électricité, souffre essentiellement de 3 mots. Le premier mot, c'est le fait que le coût de l'électricité n'est pas un coût compétitif, c'est un coût qui est de loin en deçà du coût de revient. Vous vous rendrez compte qu'en Europe, le mégawattheure est acheté à peu près à 120 dollars américains, tandis qu'au Congo, on le vend à 36 dollars, aussi bien sûr que dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et cela, vous le savez, c'est pour éviter simplement que la population qui est d'un niveau de vie très bas ne puisse pas accéder à ces services qui est un service élémentaire pour les populations urbaines. 2, il faut dire que cette société a été considérée pendant la Deuxième République comme étant une source de revenus pour une certaine catégorie de personnes. Et donc, ceux qui étaient désignés généralement comme mandataires à la Société nationale d'électricité étaient chargés de la mission de collecter des fonds pour pouvoir servir les besoins personnels de certaines personnes. Vous les connaissez, ces personnes. Et c'est cela qui a amené une situation très difficile pour pouvoir maintenir l'outil de production, renouveler l'outil de production et maintenir un certain niveau de qualité de son personnel. 3, il y a la question même des concepts de développement. L'électricité ne doit pas être considérée comme étant un moyen d'éclairer une maison. L'électricité doit être un produit qui vient concourir
à l'augmentation de la valeur ajoutée à travers certaines unités de production, certaines unités de transformation qui peuvent permettre effectivement une amélioration conséquente des conditions de vie de la population. Mais ici, l'électricité sert essentiellement, en dehors de quelques industries, sert essentiellement pour ce qui est de la population à l'éclairage des maisons. Bien sûr, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant pour rentabiliser cet investissement qui est très important. Et vous le savez aussi, depuis le ralentissement des activités de la GECAMIN, qui était un des grands clients de la Société nationale d'électricité, qui n'arrivait plus à payer ses factures, qui se sont accumulées sur environ 20 ans, soit plus de 250 millions de dollars américains que la SNEL pratiquement comme créant sur la GECAMIN, eh bien, la situation ne s'est guère améliorée. Et la gouvernance, combinée au problème du prix et à un manque de vision de développement et des créations de richesses à partir de l'électricité, eh bien, nous en sommes arrivés à la situation que nous décrivons aujourd'hui. Mais je peux vous confirmer que le recrutement qui s'est fait maintenant avec les dirigeants qui ont été désignés a été basé essentiellement sur la compétence technique et managériale. Et le chef d'État qui a pris cette décision courageuse sait à quel résultat il va s'attendre. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai juste deux petites dernières questions en ce qui me concerne. La première concerne les travaux des routes sur le plan national. Il a souvent été reproché aux routes au Congo qu'elles ont été construites par les Belges pour les intérêts des sociétés belges à l'époque. Et aujourd'hui, l'environnement économique a changé. Est-ce qu'il est prévu la construction de nouvelles routes qui sortent de schémas tracés par les Belges pour l'évacuation des produits vers l'étranger? La deuxième question, c'est que sur le plan de travaux dans les centres urbains, est-il prévu aujourd'hui un système de contrôle et d'évaluation des travaux qui sont en train d'être effectués par les entreprises chinoises dans le cadre du contrat avec la Chine ou dans le cadre d'autres contrats avec certains partenaires étrangers qui effectuent des travaux au niveau du pays? Merci. Merci beaucoup. Pour ce qui est du réseau routier hérité effectivement de la colonisation, qui n'a pas connu beaucoup de modifications pour les routes nationales. Les voiries, ce n'est pas le cas. J'ai parlé de la modernisation des voiries qui s'est fait actuellement à Kinshasa et dans certaines grandes villes qui sont des chefs-lieux de province. Eh bien, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport au réseau hérité de l'époque coloniale. Mais je ne pense pas que ces réseaux puissent être en soi mal conçus. Ces réseaux permettent d'une certaine manière à relier tous les territoires du pays. Et cela, c'est à mon sens un des objectifs principaux que la route, que les voies de communication doivent avoir. Il faut que le pays soit connecté totalement. Il est même déficitaire d'ailleurs, je l'ai dit, c'est 152 000 km de route pour 2 345 000 km². Imaginez-vous que la France, où nous sommes, pour 550 000 km² de superficie, la France a 950 000 km de route et tout asphalté. Et donc, en termes de densité, par rapport à la superficie, on parle d'environ 160 km de routes pour 100 km² en France, alors qu'au Congo, c'est 6,5 km de route pour 100 km². Donc le réseau est faible et sur le plan qualitatif et quantitatif. Deux, c'est vrai que les routes asphaltées, qui constituent les 1,8% dont on a parlé de tous les réseaux, sont des routes essentiellement transfrontalières, qui sont constituées essentiellement des tronçons des routes nationales numéro 1, sur l'axe Kasumbale-Salumbashi-Likasi et sur l'axe Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Kikwit, et un petit tronçon sur les axes tels que Kipushi, Lumbashi, et Likasi et Kambové, et dans une certaine mesure sur le prolongement des routes nationales à travers les villes. Mais je dois dire que le problème de ces réseaux, effectivement, il faut les remodeler en fonction
des vrais centres de production, mais qui doit être bien regroupé de manière à minimiser les effets de transport et augmenter la valeur ajoutée en termes des coûts de revient par rapport aux coûts de vente. Et pour ma part, ces réseaux ne va pas être modifié sensiblement, mais il doit être complété pour améliorer cette connectivité par rapport au centre de production. Mais j'insiste beaucoup, la route, les voies de communication doivent être intégrées dans un concept de projet intégrateur qui font que quand une route est construite, qu'elle soit rentabilisée et que la population qui se trouve le long de la route puisse trouver des intérêts immédiats. Vous trouvez des grandes plantations le long de routes ici en France et partout ailleurs, mais ce n'est pas le cas au Congo. Et pourtant, il y a des routes qui sont en bon état. Donc il faut pousser la population à rentabiliser l'investissement qui est très coûteux de la route. Pour ce qui est des programmes qui se font avec les entrepreneurs, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient des entrepreneurs totalement congolais ou des entreprises internationales qui sont recrutées dans le cadre de certains financements. Il y a normalement 4 intervenants au niveau des contrats en termes de marché de travaux publics. Il y a le maître d'ouvrage qui est la République démocratique du Congo et dans le cadre des travaux routiers, il est représenté par le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et des Constructions. Il y a le maître d'ouvrage délégué qui est généralement un établissement public qui a l'expertise nécessaire pour pouvoir piloter les projets en temps réel. Il y a ensuite les missions de contrôle. Les missions de contrôle qui sont des organes chargés de pouvoir suivre au quotidien les travaux qui se font de manière à traduire ces travaux par les objectifs définis par le maître d'ouvrage. Et enfin, il y a l'entrepreneur qui, lui, bien sûr, cherche à gagner l'argent à travers les projets, mais qui doit se soucier du concept d'équité. Et tous ces organes, aujourd'hui, sont suffisamment bien suivis. Et je peux vous dire que depuis que l'on a décelé certaines lacunes dans les chefs de certaines missions de contrôle, nous avons aussi procédé à des recrutements suivant des critères compétitifs et nous retrouvons des organes de contrôle de grande renommée tels que GOF Ingénieur, qui est en train aujourd'hui de suivre certains travaux, même dans le cadre du programme sino-congolais. Nous avons bien d'autres missions de contrôle qui viennent des maisons qui sont basées au Canada, oui, et qui ont fait leurs preuves ailleurs et pourquoi pas au Congo. Donc le problème à mon sens, c'est de se dire que c'est de l'argent de la population qu'on utilise. Nous devons être suffisamment responsables et conséquents quand on utilise l'argent de la population de manière à pouvoir arriver au résultat dans les meilleures conditions de délai et de coût. Excellence, comme mon confrère l'a évoqué tout à l'heure, nous nous approchons presque des élections et l'opposition souligne que votre action apparaît comme une action de communication. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre visite ou celle de vos collègues apparaît comme une action tout simplement de propagande? Que répondez-vous? Merci. Je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. C'est tout ce que je peux dire dans ce sens que j'ai toujours communiqué au pays et j'ai toujours privilégié une communication assez dynamique quand j'avais commencé mes fonctions du mois de ministre en province. J'ai organisé des conférences de presse. Mais je dois dire que je suis là depuis 18 mois. Il n'était pas évident de communiquer avant d'avoir pénétré toutes les réalités. J'ai dû faire plusieurs itinérances en province et j'ai été au moins une fois dans chaque province, si pas 3 fois. Il me fallait connaître les réalités profondes de toutes les provinces avant de pouvoir communiquer comme je peux le faire aujourd'hui aisément. Vous savez, il peut se faire qu'on étudie les plans sur les cartes, il peut se faire qu'on ait des rapports dans son bureau, mais il n'y a pas de vrais rapports que de vivre les réalités sur terrain.